de l'évolution de la maladie est la période la plus inflammatoire dans le profil évolutif de la maladie et c'est la période la plus intéressante pour les traitements. Vous voulez agir et retarder, voire modifier le profil évolutif de vos patients, il faut le prendre en charge durant cette période et à cette étape. Plus vous partez au-delà des 5 ans et au-delà des 3 années, les résultats peuvent être pas aussi satisfaisants que si vous le faisiez avant. Deuxième message, donc ce papier de Scalpariti également rejoint un petit peu ce qui a été dit. La fréquence des poussées, donc plus on fait de poussées, c'est-à-dire les premières années, l'activité inflammatoire, que ce soit clinique ou radiologique, plus elle est importante, plus vous voyez que les différences, quand on a des patients qui font plus de 3 poussées et moins de 2 poussées, vous voyez que les EDSS obtenus après 20 ans sont pratiquement le double quand on a un chiffre réduit de poussées. Donc ça explique de façon claire et évidente que le traitement est utile à la phase inflammatoire et active de la maladie, c'est-à-dire à la phase initiale. Alors le cognitif et la cognitive, j'en parle pas, mais juste pour vous dire un mot, que cette notion de trouble cognitif est maintenant évaluée et estimée dans le cadre du processus évolutif, mais même initialement, vous le savez tous, après 18 ans, on a une petite atrophie physiologique qui est aux alentours de 20%, mais chez les patients atteints de sclérose en plaques, cette atrophie parenchymateuse atteint les 4% voire plus, et elle s'aggrave soit avec des phénomènes inflammatoires, et bien sûr avec une composante dégénérative sous-jacente également. Donc, quels sont les objectifs des traitements de la sclérose en plaques? On commence toujours par cette notion du bon diagnostic précoce. La première étape, c'est prévenir les poussées, prévenir la progression du handicap et l'arrêter. Mais ce que je vous ai dit là, c'est ce qui était à la limite retenu ces les 20 dernières années. Mais vous allez voir que maintenant cette approche a complètement changé. Donc j'ai mis maintenant la prise en charge, j'ai mis traitement de la poussée, traitement de fond et traitement symptomatique. Il ne faut pas négliger le traitement symptomatique. Et je pense que nous, en neurologie, moi j'insiste souvent avec mes patients, je dis que la prise en charge d'un patient atteint de sclérose en plaques, elle doit justifier la collaboration des neurologues libéraux, des médecins physiques de l'hôpital et du libéral, le médecin généraliste, l'ophtalmo du coin, le radio, tout le monde doit, parce que la détection d'une anomalie au stade précoce peut modifier le pronostic ultérieur, mais vous allez voir justement l'une des propositions qu'on voulait faire avec le professeur Attal, justement, on parle beaucoup du traitement de fond, mais nous on a voulu dire même dans le cadre du traitement de poussée, c'est-à-dire quand on a une poussée, l'évaluation d'une poussée au stade aigu peut avoir à la limite nous permettre une approche ultérieure du pronostic évolutif. Et c'est là où on s'est dit, donc traitement de première ligne, quand vous avez un patient pour lequel vous avez mis uniquement de la corticothérapie, quand vous avez un patient pour lequel vous avez été obligé de mettre un traitement de poussée de la deuxième ligne, ce patient-là, je vous assure que vous allez réfléchir à 2 fois quand vous allez dire je dois mettre un traitement de première ligne. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas vous êtes obligé de mettre un traitement de deuxième ou troisième ligne, mais c'est déjà un critère intéressant à prendre en considération sur le plan de la décision thérapeutique du traitement de fond. Et le deuxième élément qu'on a voulu justement débattre avec nos amis immunologistes, puisque même au moment où je vous parle, même dans le cadre des traitements de la poussée, il y a des bilans biologiques qui se font dans le cadre du pronostic et du diagnostic, donc CRP interleukine 6 et interleukine 12, et ça serait quand même intéressant chez les patients qui ont une poussée initiale inaugurant une sclérose en plaques de doser le neurofilament, voir réellement est-ce qu'il y aurait une corrélation entre l'intensité des prélèvements, des résultats et le profil évolutif. Le traitement de fond, donc syndrome cliniquement isolé avec haut risque de conversion, je pense qu'actuellement, avec les données qu'on a sur le radiologique, cette notion est facile à diagnostiquer. Les scléroses en plaques font pousser rémission, mais on va définir quels sont les types de sclérose en plaques qu'il faut traiter de façon, j'ai envie de dire, graduelle. Et enfin, on a inclus maintenant cette notion de sclérose en plaques progressive secondaire, grâce justement à cette nouvelle notification par les spécialistes de la sclérose en plaques, donc notamment les papiers de 2013, où chaque sclérose en plaques est qualifiée donc poussée rémission ou progressive, mais surtout, active et non active, progressive ou pas progressive, notion d'aggravation ou pas d'aggravation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc la poussée, elle est à voir différemment. Et voilà l'arsenal thérapeutique qu'on a en Algérie. Donc, j'ai juste mis les médicaments qu'on a. Les médicaments disponibles en Europe, donc vous le voyez très bien, nous n'avons pas encore toutes les thérapeutiques de deuxième intention. Mais j'ai mis en vert entre les deux les greffes. On a quand même des formes sévères. Ce soir, je vais essayer de parler des formes agressives en Algérie. On a fait un petit travail au service de neurologie. On en a en Algérie. Et tout à l'heure, je parlerai un petit peu de ces critères diagnostiques de ces formes sévères qui ont tendance à mettre des jeunes entre 20 et 30 ans très rapidement invalides. Maintenant, pour ces nouvelles biothérapies, il est clair que plus
on avance dans le traitement de la sclérose en plaques, c'est-à-dire les traitements de première ou deuxième, troisième ligne, il y a également un risque qui est surajouté par rapport aux traitements de première ligne pour lesquels nous avons 20 ans de recul, pour lesquels nous sommes à la limite rassurés par rapport au risque de néoplasie, au risque. Donc ils ont réellement prouvé une innocuité. Mais ceci dit, ça ne représente qu'une partie des patients atteints de sclérose en plaques, c'est approximativement 30%. Et chez ces deux autres tiers de la population atteinte de sclérose en plaques, il faut réfléchir à les traiter aussi, parce que malheureusement, le fait de ne pas avoir de traitement dans notre pays de deuxième ou troisième ligne, on laisse ces patients sur traitement de première ligne, et je peux vous garantir que parfois ces traitements de première ligne, lorsqu'ils ne sont pas indiqués, peuvent aggraver le pronostic évolutif, notamment moteur, de la maladie. Alors, j'ai mis les interférents et le glatiramère, c'est-à-dire les traitements de première intention. Ils sont encore là, ils sont efficaces, ils gardent leur place, mais il faut juste savoir que quand un patient s'aggrave, quand un patient a une forme très active ou très sévère, je pense qu'il ne faut pas attendre une année pour dire oui, le traitement n'a pas marché, parce que tout ce qui est perdu en matière de cerveau n'est pas récupéré et ne revient pas. Alors voilà actuellement les dénominations qu'on retient, donc traitement première, deuxième, troisième ligne, mais je vais être franc avec vous, les spécialistes euro-américains maintenant ne retiennent plus cette notion de classification première, deuxième, troisième ligne, ils parlent plutôt de la forme clinique, donc les traitements des formes actives, suractives et des formes inactives. Donc les définitions, c'est ça justement qui est intéressant à retenir, définir qu'est-ce que c'est qu'une forme active, qu'est-ce que c'est qu'une forme sévère et qu'est-ce que c'est qu'une forme agressive. Parce que fonction de la description clinico-biologico radiologique, on pourra mettre le bon traitement à la bonne indication justement. Donc on ne traite pas toutes les scléroses en plaques de la même manière à partir du moment où on a une critériologie très, très spécifique par rapport aux descriptions que je viens de citer. Deuxième élément, donc, on était resté très longtemps avec des traitements continus. Donc cette approche est venue justement de confrères oncologues qui ont une notion qu'ils utilisent depuis très longtemps, cette notion d'induction, c'est-à-dire vous mettez une thérapeutique agressive à haut pouvoir, j'ai envie de dire, d'efficacité, et puis vous arrêtez le traitement, c'est des traitements de courte durée, soit vous laissez en free le patient, c'est-à-dire vous ne rajoutez rien, et parfois, dans certains cas, vous pouvez faire des traitements de seconde intention de moindre importance de d'escalation. Les spécialistes de la sclérose en plaques, donc après les crimes de 2017, se sont rendus compte qu'on, grâce justement à cette découverte majeure, puisqu'on a longtemps sous-estimé l'implication des lymphocytes B dans la sclérose en plaques, autant sur le plan des poussées rémission ou dans la forme progressive active, on sait que maintenant il y a une composante humorale importante à tous les stades, même si elle est beaucoup plus importante au début, et elle a tendance à se réduire. L'approche est justement cette balance. Faut-il donner des traitements au long cours avec des escalades sur plusieurs années, ou faut-il attaquer très rapidement avec des thérapeutiques, j'ai envie de dire d'induction, puis laisser les patients libres et les surveiller. Donc c'est un débat qui est encore réglé. Mais ce qui est intéressant, donc 2019, il y a eu ce papier de notre ami Verschenker qui essaye de rassembler les deux. Donc voilà ce qu'il y a actuellement en 2019 pour le traitement de la sclérose en plaques. Donc il y a deux approches, traitement injectable, traitement oral, traitement continu et traitement discontinu. Donc fonction justement de la forme clinique, fonction de l'évolution de la pathologie, fonction des données radiologiques et biologiques, mais également fonction de la vie ou du projet social du patient en lui-même. Alors, quand traiter, tout à l'heure on a parlé, il est clair que maintenant, quand on a un patient qui fait un événement déminisant, susceptible d'être une sclérose en plaques, il ne faut pas arrêter, il faut traiter. Les gens appellent les angores du cerveau, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît nous dans les accidents ischémiques transitoires, mais même dans la sclérose en plaques maintenant, brain is time. Plus vous tardez, plus les plaques s'installent et moins vous avez une efficacité ou une réponse à vos thérapeutiques. Donc comment? Deux approches. On est clinicien, il faut rester clinicien. Donc l'évaluation, elle est d'abord clinique. Ce beau papier de Rio qui prouve les patients qui ont été mis sous glatiramère la première année et chez lesquels il y a eu des poussées cliniques. Donc on s'est rendu compte qu'après la deuxième, troisième année, c'est des gens qui ont été un EDSS au-delà de 3, au bout de 5 ans. Donc au fait, ces patients, on aurait dû revoir leur schéma thérapeutique grâce à la présence de ces poussées cliniques. Donc vous voyez que la première année est capitale dans l'évolution. Le deuxième papier conforme le rôle de l'IRM dans la surveillance, puisque Rio également a prouvé que ces patients-là qui sont traités la première année, qui ont de nouvelles lésions en T2 ou des lésions qui prennent le gadolinium sous traitement de première intention, si c'est le nombre de lésions, on verra tout à l'heure les critères, est important, donc il y a un phénomène d'échappement, il faut changer vite et escalader en matière de traitement. Donc voilà, juste un petit schéma, parce qu'il y a plusieurs échelles d'évaluation. Le plus utilisé, c'est la Rhinoscale score, mais il faut juste savoir que
la Rioscore s'est intéressée uniquement au traitement interférent de première intention. Il y a l'équipe actuellement de Friedman canadienne qui utilise également les traitements de première intention, mais Bremer, donc en 2018, a publié un beau papier pour les traitements de première intention, même les traitements oraux, dans certains pays où ils existent. Donc voilà, nouvelle thérapie et pronostic d'inscription en plaques. Donc pour vous, j'ai envie de dire, vous sensibiliser, non. J'ai repris un beau papier publié donc en 2016 par Cordiali. Ce papier, pour les maîtres, les anciens neurologues ont vu des patients comment ils évoluent avec une sclérose en plaques. Il est très intéressant parce qu'il a évalué dans un seul centre en Italie à peu près 1300 patients diagnostiqués comme sclérose en plaques et il les a suivis sur le plan de l'EDSS pour voir quels sont les patients qui ont atteint l'EDSS 6 et à quel âge. Donc, grosso modo, donc, tous les patients qui ont été diagnostiqués au cours des périodes récentes ont atteint le DSS plus tard, c'est-à-dire tous les patients qui ont reçu un traitement de deuxième ou troisième génération atteignaient le DSS 6 bien après, comparativement aux patients qui ont reçu des traitements de première ligne. La deuxième observation, c'est qu'il a comparé le risque de DSS par rapport aux patients qui ont été traités entre 90 et 96 et 2000, puis entre 2000 et 2005, entre 2006 et 2010. En fait, c'est l'apparition des thérapeutiques de deuxième ou troisième ligne. Donc, on voit considérablement qu'il y a un risque qui est réduit de 15% entre 96 et 90, 37% entre 2001 et 2005, donc l'avènement de certaines molécules, mais surtout de 46% entre 2006 et 2010, donc le gilénia, le tisabri, et puis après, avec l'avènement des dernières molécules, 80% de réduction de DSS 6 entre 2010 et 90. Donc vous voyez, on a réduit ce risque de 80% et c'est extraordinaire puisque grosso modo, la proportion des patients qui ont atteint un EDSS 6 à l'âge de 60 ans était de 27% pour se diagnostiquer avant 2000, elle est passée à 15%, à la moitié, pour se diagnostiquer après 2000. Et la troisième partie est en cours pour les patients qui ont été diagnostiqués après 2015, voire 2017, les nouveaux critères. Donc deux éléments à retenir. Les nouveaux critères permettent un diagnostic précoce, donc une thérapeutique précoce, et c'est ça le délai en anglais, c'est retarder justement l'apparition de cet handicap. Et il y a une petite partie qu'on n'a pas rajoutée, il y a des patients qui sont restés, notamment les patients qui ont commencé en 2005, qui n'ont plus fait de poussée, ils sont à la limite maintenant. J'aime bien le terme des oncologues, les intermissions, nous on dit rémission, clinique et radiologique. Alors, un petit mot, donc en 2019, comment on évalue? Donc jusqu'à il y a quelques années, nous on utilisait le NEDA, donc l'activité clinique, et vous voyez qu'initialement dans les échelles d'évaluation, l'objectif était de retarder l'handicap en réduisant la fréquence des poussées. Sur le plan radiologique, c'est prévenir l'apparition des nouvelles lésions T2 et de la prise de garde. Il y a eu évolution des paramètres d'évaluation. Donc l'objectif est passé au début des années 2010, arrêter l'aggravation de l'handicap. Donc vous voyez, les notions ont changé. Pas de poussée, no relapses. Il ne faut pas avoir de poussée. Et bien sûr, pas d'activité à l'IRM. Donc vous voyez que les thérapeutiques de première intention, ce qu'elles ont apporté, les thérapeutiques de deuxième intention, ce qu'elles ont apporté, et voilà où est-ce qu'on est arrivé maintenant. Donc là maintenant, on cherche à améliorer les scores de l'handicap. C'est-à-dire que les nouvelles thérapeutiques, et il y a une étude que tout le monde connaît dans les formes progressives et progressives secondaires avec un anticorps monoclonal, qui a montré une amélioration des scores de DSS dans une population de patients atteints de sclérose en plaques progressive de 23%. Donc, grosso modo, vous voyez que maintenant, en 2019, on parle d'améliorer les scores d'handicap, la cognition, tous les paramètres qu'on a l'habitude d'évaluer, tant sur le plan clinique, mais on implique également maintenant l'atrophie cérébrale. Et le troisième paramètre que je n'ai pas voulu rajouter, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un consensus par rapport à ça, et je pense que c'est l'un des objectifs de notre collaboration avec nos immunologistes, donc on voudra rajouter l'évolution du neurofilament chez ces patients-là au fil du temps. Et je pense que c'est un objectif qui pourra être atteint ici en Algérie, quand je vois la collaboration qu'on a au jour d'aujourd'hui, donc tant avec les radiologues, les internistes, les psychiatres, les oncologues et surtout les immunologistes. Donc grosso modo, j'ai mis évolution des concepts d'évaluation. Donc vous voyez du NEDA, le fameux NEDA, on est passé à un NEDA 3, NEDA 4, mais le NEDA 6, il faut mettre ce neurofilament dans les critères d'évaluation. Et je pense que d'abord c'est un examen, j'ai envie de dire facile, je ne peux pas parler à la place du immunologiste, mais j'espère qu'on aura la possibilité de le faire, parce que c'est quand même une évaluation qui va non seulement avoir un effet bénéfique sur le plan de la pratique, mais même sur le plan pharmaco-économique, parce que par moment, on laisse des patients sous des thérapeutiques et on navigue à la limite
sans avoir... Donc le traitement idéal, agir directement sur le système nerveux central, il faut qu'il soit efficace sur différents aspects d'activité de la maladie, prendre en considération les risques associés. Il est clair, je l'ai dit, toutes les thérapeutiques de troisième génération ou deuxième génération ont une efficacité beaucoup plus importante que les anciennes thérapeutiques, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, risque pour risque, donc il faut savoir évaluer. Un élément aussi qu'il faut prendre en considération, je vous ai dit, c'est des sujets entre 20 et 40 ans, entre en plein essor socio-professionnel, il faut prendre en considération la charge du suivi. Donc, un malade chez lequel vous allez faire tous les 3 mois ou tous les mois des bilans, etc., va vous dire, moi je préfère prendre un traitement tous les ans ou tous les 6 mois. Donc, je finis par cette belle phrase du professeur Pelletier, qui disait dans l'univers de la neurologie, elle est une maladie à part. La sclérose en plaques est le domaine des neurosciences qui bouge le plus. Sa prise en charge a été révolutionnée par l'arrivée de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques. Et quand j'ai vu M. Pelletier, il est dans le projet Neurofilament. Je vous remercie.